Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la radio de la communauté et sur EDF TV au micro. Jean Lewis, nous émettons simultanément de Paris et de Chicago. Les amis de la rédaction, nous vous retrouvons après une absence de plusieurs mois due à des problèmes purement internes à la rédaction. Aujourd'hui, j'ai pour invité Georges Tiba qui est psychanalyste. Avec Georges, nous faisons le point de l'actualité congolaise. Et en commençant bien sûr par Notre-Dame de Paris, on a vu le président congolais Denis Sassou Nguesso faire le déplacement de Paris, laissant son peuple dans les eaux, dans la misère, dans la maladie, dans la mort, pour aller saupoudrer des dollars, des CFA, peut-être des CFA aussi, mais surtout euros, sur la place de Paris. Le voyage valait-il la peine? Georges Tiba nous en dira davantage. Nous parlons également de cette espèce de frénésie que nous voyons au Congo-Brazzaville, des jeunes demandant à Denis Sassou Nguesso de se présenter à l'élection présidentielle de 2026 alors que leur problème, la résolution de leurs problèmes n'a même pas été entamée. La suite de ce journal dans quelques instants. Alors Georges, salut Georges Tiba, je vous retrouve sur ce plateau, les amis de la rédaction. Comment te portes-tu, Georges? Alors, je me porte bien, hein, et donc c'est un retour sur nos bases. Hein. Je me suis débarrassé de quelques scories, hein, qui alourdissaient peut-être ma vie personnelle. Et nous voilà ici. La question que tu poses là, d'emblée, on peut parler de villégiature du président Sassou Nguesso. Alors pourquoi villégiature? C'est que on a l'impression qu'il est venu se promener, fuyant toutes les difficultés que connaît le peuple. Et l'histoire même de Notre-Dame de Paris nous inspire cela. Voilà, la radio de la communauté, dans quelques instants, nous allons donc commencer le premier morceau prévu pour ce journal. À tous ceux qui sont connectés, envoyez-nous des likes pour faire en sorte que notre station augmente son rayonnement à travers l'Afrique, à travers le monde. C'est la vôtre, et faites-nous des propositions pour faire que l'information, la meilleure, vous soit diffusée. Alors Georges, nous allons ouvrir donc le dossier Notre-Dame de Paris. Alors c'est le symbole, j'allais dire, de l'histoire même de la France, la restauration de cette église qui avait été ravagée par un incendie fâcheux. Georges Tiba. Alors, ravagée par un incendie fâcheux, mais lorsqu'on regarde l'histoire même de Notre-Dame de Paris, ce n'est pas le premier incendie. Hein. Il y en a eu plusieurs, hein, dans l'histoire, tout au long de l'histoire. Hein. Si on prend en tout cas la question des incendies, ça commence déjà au XIIe siècle. Hein. Les bâtisseurs de la cathédrale de Paris sont des maîtres maçons, les compagnons. Hein. Et donc, on voit déjà qu'il y a un mélange entre la franc-maçonnerie et l'Église. En extrapolant, on peut dire qu'il y a une sorte de collusion entre le diable et la sainteté, et le sacré, hein, le profane et le sacré, qui pointe déjà à son nez. On connaît les appétences du président, hein, le goût du président de mélanger tous les genres. Hein, et donc, ça commence déjà là. Un premier incendie. Deuxième incendie, on est du côté au niveau du XIVe siècle, vous avez Louis XIV, hein, le siècle on va dire le siècle de lumière, puisque Louis XIV introduit la notion de
société raisonnable. L'Église est raisonnable. Il y a une intelligence à la fois, on va dire, les intelligences techniques là et les intelligences naturelles. Il y a déjà un mélange là. Et puis si on va dans le temps, vous avez Napoléon Ier qui arrive, le premier empereur, qui se fait d'ailleurs sacré dans une église qui pendant un moment donné avait été abandonnée. Notre-Dame de Paris était à la ruine. Hein, suivez mon regard quand je parle de ruine. Le pays, le Congo, on peut dire qu'elle est en ruine. On prend l'exemple du chemin de fer Congo-Océan. Vous regardez toutes les gares sont en ruine. Et c'est à ce moment-là que Napoléon Ier va venir se faire consacrer, en tout cas empereur, dans ce lieu qui était devenu un lieu profane. Alors, Hein? Et puis dans le temps, allez-y. Si on poursuit dans le temps, vous avez Henri IV, qui est aussi un bâtisseur, mais il y a, vous avez vu ces jours-ci, on a le Premier ministre Bayrou qui a été nommé, qui s'inspire beaucoup de Henri IV, mais il s'inspire aussi de Shakespeare. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont complexés comme ça, qui finalement vont faire l'histoire de leur pays. Voilà. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Après, il y a la Commune de Paris, évidemment. Quand la Révolution arrive, là, la Révolution se mêle aussi de l'histoire de l'Église, puisque à ce moment-là, tous les édifices de l'Église sont devenus propriété de l'État. Et c'est là que pointe la question de la laïcité. Hein, je vais m'arrêter là, parce qu'on n'est pas là pour faire l'histoire, hein, mais de tirer l'analyse. Que vous avez des talents de grand historien peut-être. Alors, Georges, est-ce que nous pouvons maintenant... j'ai une question. Est-ce que cette restauration, on peut dire que ça prouve quoi le talent de l'architecture française? Pour le coup, on peut parler du génie français. Le génie. De la créativité. Oui. C'est-à-dire, comment ça s'illustre? Alors, ça s'illustre par le fait que lorsque la cathédrale est brûlée, vous avez le dôme qui tombe par terre, enfin, vous avez tout l'édifice architectural qui est brûlé, les arbres qui sont brûlés, cette pointe-là qui caractérise Paris, qui existait déjà, là aussi qui tombe complètement. Sauf que quand elle tombe, vous avez, comment on appelle ça, les statues, la Vierge Noire, qui est quasiment protégée comme si c'était un miracle, mais on peut dire que c'est un miracle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour les croyants, en tout cas, si on peut avoir une lecture comme ça de chrétien, bon, je suis chrétien, on peut se rendre compte que il y a des choses, on va dire, de l'ordre du mystique qui se déroulent. Alors, si je parle de ça, c'est parce que je pense que notre président Sassou est pris aussi par tout ce qui est mystère. Hein? Et c'est comme s'il était béni de Dieu. On voit que le peuple prend en écho cette sorte de, on va dire, d'une intuition, mais est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est Machiavel? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les choses sont posées comme ça. C'est des faits d'observation. Alors, sur le plan de cette restauration, construction, on a vu qu'ils se sont inspirés, ils ont misé sur le matériau strictement local. Qu'est-ce que ça dit? Quel message voulait-il transmettre? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plus de 24 000 arbres et qui ont été sélectionnés méticuleusement selon les régions, selon les époques. Par exemple, on va dire qu'il y a des arbres qui sont identifiés dans une localité parce que ça pousse par exemple au printemps et que avec le printemps, la sève et tout ça, ça génère
comment dire, quelque chose de particulier qui ne va pas justement brûler puisque pendant des siècles et des siècles, ces arbres-là vont résister parce qu'ils se nourrissent du temps, hein, de l'atmosphère, de l'espace, euh, on va dire l'écosystémie, hein, c'est-à-dire qu'il y a une écologie et il y a un système écologique qui va de pair avec l'environnement. Hein, c'est comme si c'est pas fait par hasard, c'est pas fait par hasard. Hein. Nous avons au Congo des arbres qui poussent particulièrement dans certaines régions, et notamment j'ai repéré que dans les gares, dans les différentes gares là justement du chemin de fer, oui. On aurait pu restaurer les gares en tenant compte de l'environnement immédiat pour que ces choses-là ne se détériorent pas et que ça reste toujours, ça respire. Comme si c'était pas une restauration, mais comme si c'était une reconstruction. Et... Parce que Notre-Dame de Paris, quand vous regardez bien, ce n'est plus le même. C'est un autre Notre-Dame de Paris. Une sorte de miracle comme ça que l'on voit dans l'Église, avec ce côté sacré. Alors, en choisissant de trouver ces arbres un peu partout dans le pays, ça traduit une espèce de restauration ou d'apaisement ou de revalorisation de cette unité nationale. Pesé. Le Congo a besoin d'être... Je parle de la France, pas du Congo. Oui, mais la France a besoin... Mais voilà, la France a besoin d'être apaisée. Quand on voit que c'est les partis politiques qui ont chacun sa logique, son système de pensée, et comme si ce qui régnait, c'était des idéologies tellement divergentes que si on y prend garde, l'unité même de la nation va voler en éclats. Hein, parce que on est remonté... Il y en a qui veulent accéder à la 6e République alors que, en réalité, ils repartent à la 4e République. Hein, c'est-à-dire la République des partis, qui à un moment donné, si ça ne nous chante pas, allez hop, on mettait en péril ce qui fait lien. Hein, et ce qui fait lien, moi j'ai tendance à utiliser un mot qui est intéressant, enfin moins intéressant, c'est la reliance. Hein, c'est-à-dire de créer les liens détruits. Hein, c'est ça que ça veut dire reliance. C'est-à-dire relier. Hein, et relier, c'est apaiser, c'est rassurer, et c'est assurer le développement en toute quiétude. Hein, ça, c'est la France. Mais étant changé les choses, on peut remettre ça, copier-coller, voilà, à l'État congolais. Et ça fait les affaires de Macron lui-même. Hein? Oui. Voilà, oui, parce qu'il a une idée de la France. Se refaire une santé politique, lui-même d'abord. Voilà. En reconnaissant les erreurs qu'il a commises, parce que du bout des lèvres même, hein, mais il reconnaît que la dissolution, par exemple, venait renforcer cette division. Voilà, la radio, voilà à peu près. Hein. Voilà, la radio de la communauté, au micro de Louis, invité Georges Tiba, nous parlons de la restauration de Notre-Dame de Paris avec des implications sur le Congo, car cette radio n'a de sens que si nous évoquons des questions essentiellement congolaises. Voilà, des questions connexes. Hein. Cette question de Notre-Dame est liée donc, au voyage de M. Denis Sassou Nguesso. Dans quelques instants, Georges, nous allons voir l'opportunité même de ce voyage. Valait-il la peine pour Denis Sassou Nguesso de laisser son pays dans la misère pour aller saupoudrer des billets d'euros et de dollars sur la place de Paris? Nous savons que la mort, la maladie et tout cela est des choses, sont des choses, j'allais dire, quotidiennes désormais au Congo-Brazzaville. Faut-il donc s'en étonner ou croire qu'il était normal pour
un président africain d'aller participer à une célébration en France. La suite dans quelques instants. Alors Georges Tiba, Denis Sassou Nguesso était donc invité, lui, on l'a vu sur notamment les dispositions protocolaires. Est-ce que vous avez une remarque à faire parce qu'il était placé carrément devant l'a-t-on mis là parce qu'il est l'un des doyens des chefs d'État africains ou encore parce qu'il aura été un grand, comme on l'a appris hein, dans la presse congolaise, un grand donateur dans la restauration de Notre-Dame de Paris. Alors, donateur, c'est ce que les gens disent, hein, mais bon, mais peut-être à raison, parce que pourquoi? Vérifié, voilà, c'est pas vérifié, mais voilà. C'est une hypothèse plausible, hein, parce que au départ, l'évêque de Paris, l'archevêque, en tout cas l'archevêque de Paris, qui a organisé la cérémonie de restauration, avait contesté l'idée d'une quête hein, chez les grands donateurs et tout ça. Bon. À partir du moment où il y a cette idée-là, on peut peut-être faire le lien avec le détour que prend Denis Sassou Nguesso en passant par la visite chez le pape, même si c'était l'occasion qu'il ait été invité par... bon, j'ai un coup de fil là oui. qui me dérange là. Non, bon. Allez-y, vous pouvez continuer. On ne le sent pas sur l'écran. Voilà. Et donc, le détour qu'il fait au Vatican, continuez. Le détour qu'il fait au Vatican montre que il est déjà en point de mire, il a déjà en point de mire le pape, et ce point de mire-là, c'est que on apprend après que le pape va aller en Corse. Alors les Corses se sont cotisés, ils ont tous les villageois, toutes les personnes ont contribué au financement de ce voyage-là. Hein. Donc voilà. J'en dirai pas plus, mais on voit il y a quand même bon. Et puis deuxième aspect que je voudrais pas passer sous silence. Jusqu'ici vous ne répondez pas à ma question sur les dispositions protocolaires. Excusez-moi. Oui, c'est là où j'en viens. C'est pour ça que j'en viens. Bon, je dis que au niveau du protocole, il faut savoir que Madame Sassou Nguesso est pasteur. Ah bon? Voilà. Et que pour nous, hein, pour moi, bien sûr. Voilà. En tant que pasteur, il y a un lien avec la Vierge Marie. Il y a un lien avec la Vierge Marie et les bon. Et donc il y a quelque chose comme ça qui me fait penser que cette place d'honneur peut être aussi due à ce statut-là de pasteur. Et vous connaissez le rôle des pasteurs, en tout cas notamment au Congo. Alors je ne parle pas de l'opium du peuple en tout cas, mais les pasteurs postulent que Denis Sassou Nguesso est un envoyé de Dieu. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est cette rencontre avec Trump. Souvenez-vous. Un peu, Georges, je vais m'arrêter. Je vais trop vite. Oui, sur l'idée du pasteur, mais vous dites que pour eux, c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que j'ai lu un article de Serge Nzanzala, un journaliste congolais, qui montre effectivement que dans l'histoire, l'Église congolaise a toujours entretenu des rapports, sous le régime de Sassou bien sûr, des rapports difficiles, que cela ne l'aura été sous le régime de Marie Ngouabi, lequel justement avait des conseillers, hein, des religieux comme les Tembe et puis un autre qui aura été cité dans cet article de Nzanzala. Mais chez Denis Sassou Nguesso, c'est plutôt la violence qui aura caractérisé son régime face à
à l'église congolaise. Oui, oui, hein, le cardinal n'est pas le premier assassiné, hein, Oui, hein, donc on sait tout le mal que cela a fait à l'Église, hein. Depuis Philbert Hulot lui-même, lorsque les choses vont mal, c'est comme s'il y avait la chasse comme ça à l'Église, qui aboutit, où il y a des soubresauts comme ça tout le long de l'histoire, ou des tortures, enfin, etc. Donc, je passe le détail, en tout cas. plutôt l'Église a toujours été utilisée par le régime de M. Sassou comme un moyen justement pour s'imposer, euh, un instrument qu'il utilise pour dompter, dominer, apaiser, hein, tuer pratiquement toutes les contestations de façon subtile, hein, et en douceur, j'allais dire. Et ce qui est intéressant d'ailleurs de voir, c'est que si on prend Sainte-Anne, Oui, on voit bien que c'est la fille du général de Gaulle. Le 7 décembre, lorsqu'on inaugure Notre-Dame, il y a en même temps de Gaulle qui est mis aux oubliettes parce que ce jour-là, c'est le jour où est née sa fille qui est trisomique 21, qui est handicapée. Donc le 7 décembre, c'est la journée des handicapés, des personnes handicapées. Et à Brazzaville, Sainte-Anne représente ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un grand monument aux morts est érigé en l'existence de Sainte-Anne. Or, que voit-on? C'est que ce lieu-là devient un lieu où on vient célébrer des mariages pendant que le peuple souffre. Et vous avez vu toutes les richesses qui ont été étalées là? Suite de l'histoire, c'est que lui aussi il fait une église Sainte-Lucie de sa fille qui est décédée, et où tous les caciques du pouvoir, tous les turiféraires du pouvoir vont honorer la fille de Sassou. Donc vous voyez un peu ce qui peut se tramer derrière. Et que ce qui se trame derrière, c'est que c'est comme si l'histoire du Congo était, on va dire, annexée, indexée à cette histoire-là, parce qu'il n'y a que des grands personnages qui laissent à la postérité une trace de leur passage sur Terre. voilà. Et voilà, Allez-y, je t'écoute. voilà, la communauté. Dans quelques instants, nous allons passer au second aspect de cette discussion. Je parlais de l'espèce de frénésie que nous avons vue au Congo-Brazzaville, des jeunes qui demandent à Denis Sassou Nguesso de se présenter alors que leur problème reste non résolu. Quel paradoxe, Georges, c'est curieux. Nous allons donc, voilà, nous avons vu, Georges, certains dans des parcelles inachevées, des petits groupes qui se forment, Georges, et qui demandent à Sassou de se présenter en 2026. À qui profite tout ceci? À cette jeunesse, c'est difficile de le croire. Nous sommes là en face de certainement deux groupes, le groupe des mendiants ou des collabos, et celui des gens en difficulté, des malheureux, des pauvres, qui ont pour leur train quotidien la misère, la faim, la maladie. Georges. Alors, Albert Camus dit ceci dans un de ses œuvres, enfin, une de ses ouvrages. Il dit: je hais les victimes qui honorent leur bourreau. C'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de peur comme ça
qui se met en place comme si le bourreau était le sauveur lui-même. Et donc, du coup, on a peur de le perdre. Hein? Et on perd raison, on n'est plus dans du raisonnable. On est dans une espèce de... Alors, comment dire ça? Une espèce de schizophrénie là qui envahit tout le monde. Hein? Et dans une sorte de ce qu'on appelle le bipolaire. Hein? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la dépression, parfois, elle peut se soigner lorsque on se raconte des histoires. Mais les histoires qu'on se raconte, c'est ses propres histoires, de ses propres démons, de ses propres angoisses, hein, et que ces angoisses-là, elles nous font raconter une histoire pour essayer comment dire, de se soigner, de s'éloigner, enfin voilà, de ça. La question c'est par quel mécanisme justement la victime devient euh, euh, déifie en quelque sorte le bourreau, hein, montre que le bourreau est pour moi une espèce ou un allié nécessaire pour ma survie. Oui, 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 Est-ce parce que vous qu'il est pouvez expliquer protecteur. ça aux gens? Hein. Parce que quand on dit les dieux ne sont pas tombés sur la tête, bon, pour que les dieux ne tombent pas sur la tête de ce mec, de ce monsieur, excusez-moi le terme de mec, de ce monsieur, c'est que à un moment donné, il est protégé. On croit qu'il est protégé. Et donc, du coup, pour soigner la dépression, hein, c'est quoi la dépression? La dépression, c'est l'idée qui consiste à ne pas imprimer, hein, l'acte de barbarie. On déprime, on dépressionne, c'est-à-dire on va pas imprimer, on va pas laisser trace de ça. Et donc, c'est ça le mécanisme qui se joue. Et donc, c'est alors bika mambengina. Donc, ne parlons pas de ça, surtout ne parlons pas de ça. Hein? Arrête de parler de Sassou parce que il va t'arriver quelque chose. Et donc, c'est comme si il fait tellement peur aux gens que on ne voudrait pas qu'ils disparaissent parce que ça devient en même temps une protection. Hein? C'est pas évident. Hein? C'est bon, je vais pas faire un grand cours de, Oui. de, de Alors, psychanalyse, de psychopathie, oui, mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est de voir que plus on en parle, plus on s'éloigne de la crainte qu'il inspire. Hein, parce que ces jours-ci, dans son discours du 28, mais il a rappelé ça. Il a rappelé que, attention, on a vécu des événements traumatiques et donc ça peut se refaire. Surtout si je suis pas là. oui, c'est-à-dire qu'il met les gens dans une espèce de peur. Euh, Il met une pression, comment dire, on va dire, une sorte de pression mentale, oui. hein, qui est là, qui fait que vous rappelez vous-même. Mais il y a pas, il y a aussi autre chose, Georges, que il a des petits groupes déjà constitués qui voient dans Voilà, le départ de Sassou la perte du gain, de tout ce qu'ils ont déjà accumulé comme ressources, comme argent, tout ce qu'ils ont volé, caché. Pour eux, c'est mieux de continuer à vivre ainsi, quoi qu'il arrive, hein, dans le désordre. Plutôt, ce désordre-là profite à ces gens. Et ce sont ceux-là qui voilà, finalement entretiennent ces groupes, parce que quand on les voit, on n'a pas vu euh, l'espèce de frénésie habituelle, où c'est des grands groupes. Et même pendant les élections, quelqu'un parlait de transhumance, des gens qu'on prend ici, on les amène là-bas pour donner l'impression qu'il y a là, il a une majorité, hein, qui le soutient, mais ici ce sont des individus qui sont conscients de ce qui devrait arriver, hein, dans un État démocratique, et donc ils se prémunissent déjà de ça pour dire attention, euh, c'est le chaos, hein, dans la démocratie, alors il faut tout faire pour empêcher cela. Alors,
En effet, Oui, parce que je ne sais pas si tout le monde a écouté Fred Makita, là, celui je crois que je l'ai suivi sur Twitter, de, oui. voilà, de Qui l'hôpital déplorait, oui. de Dolisie. Oui. Hein. Il dit que les notables ont été sollicités et ils en sont complices parce que Et il ben, ils se percevrait, nourrissent du jackpot. oui, Hein. oui, Hein. Et c'est eux qui finalement vont amener cette forme de terreur puisque vous savez la place que prend un chef du village, hein, un notable dans la tradition africaine est tellement forte qu'à un moment donné, on croit qu'il veille sur vous, mais en fait, il va à la soupe. Et la soupe, elle est tellement fructueuse que il est doté de moyens, et même, il peut même vous aider avec ça. Et donc, il n'est pas simplement notable, il devient un des riches de ce pouvoir. C'est comme ça que la Camorra Calvadres aussi, enfin, en Italie, la Camorra existe, c'est fabriqué et à un moment donné, tu es menacé lorsque tu es prêt de dénoncer tout ce système-là. donc Et donc, vous voyez bien que on on voit, s'éloigne de la démocratie. on voit qu'il y a le niveau de corruption est maintenant hiérarchisé. On veut s'assurer que jusqu'au dernier citoyen, que tout le monde soit mouillé, hein, pour empêcher ces remous, ces Voilà. contestations, parce que les sages sont des gens ordinaires qu'on voit dans les villages, dans les quartiers, et, et qui se constituent finalement sous l'instigation du pouvoir en une espèce d'association de groupe se présentant aux autres, donc à la population, comme des gens purs, hein, puisque en fait c'est des dits Oui. qui devaient les incarner, ces sages, mais eux aussi Ouais. acceptent donc d'entrer dans le système pour à leur tour adoucir, assouvir et étouffer justement les contestations. Bien sûr, Ça hein, parce facilite le que travail de, hum, de ces gouvernants, puisqu'ils ils ont là des intermédiaires qui vont directement parler au peuple. voilà, hein, ils vont parler au peuple en s'inspirant des traditions culturelles. Voilà. Et donc, ils viennent à eux, se présentent à eux comme des gens euh, qui sont dans les mêmes conditions de vie, hein, de précarité. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, c'est mieux compris. Quand le discours vient de quelqu'un qui est avec vous dans le village, parfois, c'est des gens qui ne vous présenteront pas des signes d'opulence parce que euh, ce sont ces écarts euh, de, de vie, hein, dans la manière de vivre, de dépenser et tout, qui interpellent. Mais vous avez dans les villages des gens nantis, mais qui se présentent à vous comme pauvres ou étant de la même condition que vous. À ce moment-là, il fait comme le pasteur, hein, c'est-à-dire que le bonheur, c'est pas maintenant, il faut attendre que le président soit réélu pour espérer avoir ce que vous cherchez. Oui, parce que quelqu'un d'autre viendrait bousculer ce système-là et on a perdu tous les privilèges. Donc ça devient une sorte d'éco-système, mais un nouveau système. C'est Bon, pas l'ancien système. bon, maintenant en face, nous avons vu également, Georges, là, je dirais que le plaisir ne fut que de courte durée. Un jeune, quelque part dans les matitis peut-être de Dolisie, hein, quelque part où tu disais où on ne pouvait pas le localiser, hein, dire que ce groupe qui revendique ou qui demande à Sassou de se représenter n'est pas le nôtre, hein, que ceux qui venaient de parler ne constituent que la minorité, hein. Les jeunes de Dolisie n'ont rien eu de ce que vous avez promis. Alors, euh, nous voyons là déjà qu'il y a une espèce de courage. Est-ce que on peut dire que derrière lui, il y a une majorité silencieuse prête à en découdre? Ben, il y a une grande majorité silencieuse et que justement,
il a dû user de subterfuge pour qu'on ne sache pas où il est. Hein? Et donc lui aussi, il rentre dans le domaine du sacré. Oui. Hein? Et en utilisant l'intelligence artificielle en même temps. Et du côté de ceux qui soutiennent cette élection, on a vu même que dans une habitation que je trouve presque peut-être inachevée, bon, ils étaient filmés de dos, hein, ça dit qu'ils ne regardaient pas, Georges, ils ne regardaient pas la caméra. Oui. Hein, voilà. Alors, comment interprétez-vous cela? Des gens qui y vont juste pour se Ben, faire un peu d'argent non, 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 mais il ne regarde pas la caméra oui, pour faire diversion. Hein? Il ne regarde pas la caméra pour faire diversion parce que il pourrait être identifié simplement au niveau de la face. oui. Hein? Et donc, lui aussi, c'est un rusé. Ben, un rusé qui risque d'être débusqué tout de suite. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que il y a de plus en plus de jeunes qui parlent, qui encouragent les grèves et tout ça, et qui font appel, du coup, de manière insidieuse à la question de la démocratie, puisqu'il y a un article de la Constitution eh ben, qui évoque le droit de grève. Et donc, montrer que les jeunes, finalement, sont dans un processus non pas de contestation, mais un processus de survivance. Hein? Ils vont survivre, ils sont en train de sauver leur vie en montrant que l'avenir est dessiné, hein? Comme on dit chemin d'avenir, le chemin il est dessiné, mais c'est eux qui vont le construire, ce chemin-là. Hein? Ce Enfin, n'est pas le chemin d'avenir tel qu'évoqué actuellement. alors, on voit que la parole se libère progressivement dans cet espace congolais. À quoi est dû cela? Ben, c'est dû au fait que il y a une pulsion de vie, il y a une vraie pulsion de vie qui est là, et que s'ils ne s'y mettent pas dans cette pulsion de vie-là, eh ben c'est foutu pour tout le monde. Alors qu'il y a une pulsion, une crainte de perdre ces privilèges-là, Oui. et qui anime les autres, mais et la balance, Mais Georges, dans le à même mon temps, avis, oui, vas-y, Georges. et vas-y, vas-y. Dans le même temps, on voit qu'il y a des gens qui sont dans ces privilèges, mais peut-être qui n'en veulent plus. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent trouver la meilleure façon de sortir Une de porte là. de sortie. Voilà. Il y en a qui cherchent une porte de sortie et ils vont sûrement s'appuyer sur les jeunes. Alors, ce qui est redoutable quand même, c'est que finalement, tous ceux-là qui ont mis en place ce système-là, ils sont en train de pousser leur propre progéniture à prendre le relais. C'est ainsi que l'éducation du peuple est sabotée parce que ceux qui sont instruits, c'est qui? C'est ceux qui vont à la soupe et qui en font profiter leurs enfants. Voilà, éducation du peuple sabotée. Pourtant, certains jeunes demandent la réélection de Denis Sassou Nguesso en 2026, alors que les 100 000 emplois promis, Georges, n'ont jamais même été entamés. On n'a même pas de statistiques. On ne sait pas. Mais il y a même pas le début de quelque Et il chose ne reste que 2 semaines et là. on peut, On n'a jamais fait le point. Jamais du tout. Alors, il reste qu'une semaine bon, et la crainte elle est là. voilà, il nous C'est que disait, le Congo est devenu, Sassou nous disait, le Congo est devenu, oui, allez-y. le Congo est devenu un camp militaire. Voilà, on a vu que Denis Sassou Nguesso, dans son discours, voulait nous faire croire que 2024, c'était pour enclencher le processus. Et vous avez vu que les chiffres qu'il a utilisés, c'était pour dire qu'il a
ils ont formé, chaque fois formé, mais on forme pour aller travailler où? C'est cela le problème. Voilà. Georges, merci. Donc, on va refermer. Nous parlions aujourd'hui de Notre-Dame de Paris avec la participation. Mais Georges, vous n'avez pas, je voudrais quand même revenir sur Denis Sassou Nguesso. On n'a pas tellement insisté sur la poignée de main entre Trump et Denis Sassou Nguesso. Hein. Comment on va interpréter cela? C'était une espèce de comment dire, de piège tendu à Trump pour inévitablement serrer la main de Denis Sassou Nguesso. Mais je crois qu'à un moment donné... Dans le protocole, il n'y a rien de surprise, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que le chef non, il n'y a pas de surprise. Voilà, ne passe que là où c'est prévu. Trump savait que Denis Sassou Nguesso devait être là, non? Mais il devait être là, pourquoi? Parce que il y a encore l'espoir chez les Français de se maintenir en Afrique en sachant que l'Afrique de l'Est, Sénégal et autres, est en train de partir. Oui. Donc, pour renaître de leurs cendres, ils ont intérêt à mettre le paquet sur l'Afrique centrale, dont ils croient qu'il y a encore quelques assises là-bas. Donc, ils croient que la flamme peut revenir de là-bas. Mais là où ils sont quand même, on va dire, gênés, c'est que le conflit qu'on n'a pas évoqué, les deux conflits qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui, c'est Bachar al-Assad, hein, donc la Syrie. La semaine prochaine, voilà, la semaine prochaine, on y viendra. Oui. Et il y a le premier président le plus influent du monde actuellement, c'est Poutine. Il y a une guerre sournoise qui est en train de se mettre en place. Et on pense que ça doit passer par le Congo notamment. Parce que... Vous parlez du Congo-Brazzaville, Georges? Les deux Congos. Les deux Congos. Ah, bah. Donc vous voyez les enjeux qui sont multiples. Et je n'ai pas parlé de... justement les Turcs. Et tout cela, Georges, on dit qu'il l'aura obtenu contre peut-être un puits de pétrole. Vous savez que ici également notre président, le nouveau président, il a lui-même des problèmes de dette, des problèmes d'argent aussi. Hein. Oui, voilà. dette, on va dire dette abyssale. Ben oui, mais parce que ça montre. Oui, mais ça montre un mot qu'on n'a pas utilisé aujourd'hui, l'incompétence qui sied tout le système. Hein? Tout le système est tenu par une forme de comment d'autres disent idiot. Moi, je dis la ruse perverse qui fait qu'à un moment donné, un pays riche se proclame pauvre parce qu'ils sont à l'affût de toutes les sources qui pourraient venir encore alimenter encore plus des comptes à l'étranger. Voilà. Voilà, Georges. Donc, je crois que nous allons arrêter ce direct. On vous retrouve samedi prochain, Georges, avec Georges, notre frère Chérim Bouma qui sera là. Chérim Bouma. Voilà. Vous aurez le mercredi donc la chronique de Guy Mafimba, hein, qui a pris l'habitude de faire une chronique. Et le Guy Médiandama également sera de retour sur ce plateau pour une gazette, je crois, une revue de la presse africaine. Restez branchés sur la radio de la communauté africaine et sur EDF TV. Oh, vous voyez, on a des problèmes à prononcer des mots déjà ici, hein, Georges. Il fait froid, voilà, le froid est rigoureux ici à Chicago. Vous voyez que j'ai des problèmes de voix. Restez fidèles à la radio et faites-nous, donnez-nous beaucoup
beaucoup de likes pour participer au rayonnement de cette station. Merci et à la prochaine occasion. Merci à vous.